Oui, c'est bon. Bonjour. Bonjour tout le monde. Je vais démarrer mon chrono pour ne pas dépasser. On a 2 minutes d'avance. C'est toujours ça. Bienvenue à notre conférence. Merci à l'organisation de l'Agile Tour. Et puis merci à tous les conférenciers, parce qu'on a vu des belles choses depuis ici. Et donc voilà. Voyez ce qui est affiché. Je vais vous demander un peu... je parle assez fort, je ne me rends pas compte. Je pense que oui. Je vais vous demander un peu de regarder cette image. Hier, on a eu des métaphores, l'autoroute bloquée, etc. Ça revient un peu à ça. Je ne sais pas si quelqu'un veut partager ce que ça lui procure comme sentiment. L'anxiété, ça peut être ça, effectivement. Autre chose? L'anarchie, le chaos. Elle a dit mon cerveau en ce moment. Ah, votre cerveau. Votre cerveau est complexe. On ne va pas dire qu'il est chaotique. Donc, ouais, effectivement, ça peut parler aussi de dépendance, de communication. Est-ce qu'on est du côté du SI? Est-ce qu'on est du côté d'organisation, d'équipe? C'est un élément que j'ai pris de chez James Shaw, qui faisait une conférence sur FAST. Ce n'est pas le sujet, c'est encore autre chose. Mais effectivement, il avait cartographié toutes les communications entre les équipes. Et en fait, il s'était rendu compte que la plupart des équipes étaient bloquées. Ils avaient un 90% de wait quand ils voulaient faire quelque chose avec une autre équipe, du fait de cette complexité. Donc, dans les entreprises actuellement, on en a parlé au keynote, on est dans un monde VUCA, etc. On a une complexité croissante, tout va vite. Chez les startups, ça va vite, on monte, il y a des projets qui arrivent, mais parfois, on a aussi des organisations globales qui ont déjà une organisation complexe. Et donc, par rapport à ça, on est obligé de trouver maintenant des outils dits innovants. J'aurais plutôt dû dire créatifs, puisque les gens qui les ont créés sont innovants. Moi, je suis créatif parce que j'arrive à les utiliser. Et donc, c'est ça qu'on va vous présenter aujourd'hui. Donc, je suis Max Popler. J'ai un peu plus de 15 ans d'expérience en gestion de projet, gestion de produits. Je suis coach agile, je suis Scrum Master, je suis géographe de formation, donc forcément curieux de tous ces éléments. Merci. Bonjour Marilyn Doucet. Alors, moi, après des études en communication sociale, j'ai travaillé en gestion d'événements, en gestion de projets, en éducation et formation aux adultes. Puis maintenant, depuis plus de 10 ans, je suis dans le domaine des technologies. Je suis coach agile après avoir occupé différents rôles, surtout du côté des affaires. Et puis, j'ai aussi évolué dans différents types d'organisations, donc des startups, des PME, le gouvernement. Donc, ça m'a donné une bonne image un peu de différentes choses, de quelle façon elles se présentent un peu partout. Donc, aujourd'hui, ce qu'on va vous parler, le plan de notre présentation, c'est qu'on va d'abord vous parler du but et des besoins qu'on a reçus. Donc, c'est quoi le mandat? C'est quoi le processus qu'on a élaboré et les résultats qu'on a atteints? Les leçons qu'on a apprises de ça et une période de questions à la fin. Alors, à toi, Max. Alors, je vais juste préciser une chose. On ne va pas faire de l'exhaustif dans le théorique. On va vraiment rentrer dans la pratique le plus rapidement possible. Donc, le besoin à la base qui nous avait été dicté, c'était de réeffectuer un découpage d'équipes en prenant en compte qu'il fallait une charge soutenable pour ces équipes de développement, limiter leur contexte switching et tout ça en rencontrant un certain nombre d'engagements clients qui avaient été pris. Ça, c'est une certaine complexité. L'autre but, c'était d'amener un cadre organisationnel clair pour les équipes, mais pour tout le monde, afin d'améliorer justement cette confiance organisationnelle. Donc on est parti à travailler sur la vision, les objectifs, le cadre et aussi les espaces de délibération. On revient à dialogue, discussion, aide dans l'option dialogue. Tout ça dans le but ultime d'avoir une augmentation, une amélioration au niveau de l'engagement de chacun. Parce qu'on le voit à chaque fois dans toutes les structures, cet engagement va favoriser à la fois le bien-être, mais aussi la capacité à produire plus. Je te laisse la parole. On avait une grande préoccupation dans notre démarche, c'était on voulait trouver comment impliquer le maximum de participants, mais toujours sans retarder la production, parce que plusieurs d'entre vous les ont expérimentés. On veut que tout continue à rouler pendant qu'on est en train de regarder ce qu'on va faire. Pour vous donner un aperçu du défi, c'est une entreprise où il y avait 7 équipes de développement qui étaient composées d'une 60aine de personnes et d'environ 30 programmeurs. Il y avait des Scrum Masters, on en a entendu parler beaucoup tantôt de l'implication des Scrum Masters, on va y revenir.
Donc, c'est important pour nous de placer l'humain au cœur de notre processus, donc de prendre en compte c'est quoi les besoins de chacun des humains qui vont être impliqués dans cette transformation-là, dans le contexte du changement organisationnel. Alors maintenant, on va tout de suite rentrer dans le vif du sujet qui vous intéresse, j'en suis sûre, le processus élaboré. Donc, juste vous dire que c'est un processus qui a été conduit sous forme d'atelier. Fait qu'on va souvent parler d'atelier. Donc, dans un premier temps, il y a 5 types d'acteurs qu'on a impliqués dans le processus. Le premier est assez évident, c'est les participants aux ateliers. Ceux-là, on s'en doute. Mais ensuite, on a aussi impliqué les porteurs de domaine. On va y revenir un peu plus tard, qu'est-ce qu'on entend par porteur de domaine. C'est un autre type de participant qui arrive un peu plus tard dans le processus. Ensuite, on voulait absolument impliquer les équipes Scrum parce que trop souvent, les équipes Scrum sont mises devant des décisions puis n'ont pas vraiment la possibilité de participer puis de pouvoir contribuer. Fait que c'était important pour nous de trouver une façon de les impliquer, mais sans trop impacter la production. Évidemment, il y a les facilitateurs. Les facilitateurs, ça inclut des coachs, mais ça inclut aussi des Scrum Masters de l'organisation. Et on considère dans les facilitateurs aussi certains membres de la direction qui nous ont aidés à désigner les participants puis à les sélectionner les bonnes personnes pour participer aux ateliers. Et le dernier type d'acteurs, c'est tous les employés de l'entreprise au complet. On voulait favoriser la transparence, s'assurer que tout le monde savait qu'est-ce qu'on allait faire puis ce qu'on visait à accomplir par là. Donc, ce sont les 5 types d'acteurs que vous allez voir tout au long du processus. Alors maintenant, les étapes qu'on a suivies. Ah là, j'avais oublié de vous dire qu'il y a des petits caractères, mais il y a toujours le titre en dessous. OK? C'est juste pour vous situer dans le temps, mais si vous voulez vous rapprocher, vous êtes aussi les bienvenus. On s'est lavé, c'est correct. Donc, la première étape qu'on a commencé par faire, c'est qu'on a présenté la démarche à toute l'entreprise au complet. On a expliqué la situation puis la mise en contexte, puis pour ça, on a impliqué des gens de la direction de l'entreprise qui sont venus expliquer aussi. On a explicité c'est quoi les extrants qu'on visait. Ensuite, on a survolé c'est quoi le processus qu'on prévoyait, qui allait faire quoi, quand. On est revenu sur quelques notions, les cadres théoriques qu'on allait utiliser. Puis, on a pris le temps d'exposer c'est quoi les bénéfices de cette démarche-là, qu'est-ce que ça va donner, puis pourquoi est-ce qu'on la fait maintenant. Puis, évidemment, on a répondu aux questions. Donc, ça a donné une présentation d'environ 1 heure qui a été enregistrée parce que c'était dans Teams, c'était tout à distance. Donc, les gens ont pu aller la réécouter aussi après s'il y avait des questions. Donc, ça, c'était notre première étape. Et cette étape-là s'est passée avant même de sélectionner les participants. Oui? Hey, oui, c'est ça que vous entendez. Merci de me le dire. Hey, c'est bon. Merci. Je me demandais, moi aussi, c'était quoi, mais bon, je n'étais pas là. OK, alors, cette présentation-là, elle a été faite avant même de sélectionner les participants. Fait que c'était vraiment très transparent. Le but, c'était de pas de faire des plans, puis après ça, d'arriver. C'était vraiment d'être transparent puis d'avancer avec ça. Ensuite, la deuxième étape, au niveau des facilitateurs, on a identifié les participants qui allaient prendre part aux ateliers. On a créé 3 sous-groupes de travail. Et puis, les acteurs qu'on a visés, qui ont été sélectionnés, c'était des product owners, des analystes d'affaires et aussi des architectes. Et dans cette organisation-là, les architectes, c'est des développeurs. C'est des gens qui connaissent le code puis qui savent comment l'application est structurée là, techniquement par en arrière. Une fois que ça a été fait, on a rassemblé tous les participants, puis on leur a donné une formation sur Team Topologies et les cartes de Wardley, qui sont 2 des 3 cadres théoriques qu'on a utilisés dans cette démarche-là. Puis pourquoi on a fait ça? C'est qu'on voulait s'assurer qu'ils comprennent bien, mais aussi de les rassurer puis de leur donner confiance que c'était des outils qu'ils étaient capables d'utiliser. Donc, on a fait ça. Et comme Max l'a souligné un petit peu tantôt, on va vous expliquer c'est quoi Team Topologies puis les cartes de Wardley, mais évidemment, lire les livres, c'est encore mieux. Mais on va quand même vous expliquer en gros, mais on n'ira pas au fond de la théorie parce que sinon, on n'aura pas le temps de vous montrer toute notre démarche. Donc, attendez un peu, ma feuille colle. Oui, Team Topologies. Donc, première étape, est-ce qu'il y en a dans la salle qui sont un peu familiers avec Team Topologies? OK, super. Donc, Team Topologies, qui est un livre qui a été publié par Matthew Skelton et Emmanuel Païs, qui nous propose un modèle adaptatif pour le design des organisations puis les interactions des équipes. Ce
Ce qu'on vise à faire avec Team Topologies, c'est de bien établir les frontières de responsabilité, de mettre ça clair, puis de s'assurer que les responsabilités qu'on délègue à une équipe respectent la charge cognitive maximale. Donc, ils sont capables de garder toutes les informations parce qu'il n'y en a pas trop, puis d'être obligés de se remettre dedans à chaque fois qu'il faut qu'ils retournent pour avancer du code. C'est aussi une méthode qui prend en considération la gestion des dépendances interéquipes, parce qu'il y en a très souvent, et de les adresser. Ça ne veut pas dire qu'on va essayer d'éliminer toutes les dépendances. Il y en a peut-être qu'on va décider de vivre avec puis de les garder, mais il y en a qu'on va peut-être pouvoir identifier puis décider de se débarrasser. Donc, dans Team Topologies, c'est basé en gros sur 4 types d'équipes et 3 modes d'interaction. Donc, pour les types d'équipes, on a les... Puis là, on ne les a pas traduits parce que le livre est en anglais. Il n'est pas disponible en français. On a les Stream Aligned Teams, un peu on va parler tout à l'heure avec les chaînes de valeur. Donc, c'est une équipe qui travaille sur une chaîne de valeur. On a les Enabling Teams qui sont là pour aider les équipes à développer certains aspects. On a les Complicated Subsystem Teams qui sont des équipes qui travaillent sur quelque chose qui est compliqué. Puis le but, c'est qu'on n'aille pas que ça, parce que sinon, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui ne fonctionne pas dans notre système, mais ça peut dépanner. Et les plateformes Team qui vont s'occuper de fournir, entre autres, une plateforme que les équipes vont pouvoir utiliser. Et les 3 types d'interactions, on a la collaboration, on a le X as a service, donc une équipe qui fournit un service à une autre équipe, et on a le facilitating, qu'on va voir beaucoup avec l'enabling team qui va venir faciliter des choses, entre autres, potentiellement entre 2 équipes. Dans Team Topologies, on découpe une application puis un produit entre les équipes selon le principe des fracture planes. Donc, c'est comme des coupures naturelles qui sont déjà un peu naturellement, organiquement dans le produit. Donc, ça nous permet de faciliter plus facilement en suivant déjà ce qui est là puis ce qui ressort un peu. Ce qu'on nous dit dans le livre, c'est qu'il y a plusieurs façons de découper l'application. On peut le faire par domaine d'affaires. Surtout si on est dans une approche de domain-driven design, bien, on est déjà en train de s'approcher de ça. On peut le faire au niveau de la conformité réglementaire. Si on a beaucoup d'audits à passer à chaque année, mais peut-être qu'on veut faciliter notre architecture pour faciliter les audits. Ça peut être selon une cadence de changement. Ça peut être selon la situation géographique des équipes. Il y en a plusieurs. Dans notre cas, dans cette démarche-là, ce qu'on a choisi de faire, c'est de découper, de choisir les fracture planes des personas principaux. Il y en avait 3. Donc, on a travaillé avec ces 3 principaux personas-là pour créer 3 sous-groupes de travail. Oups! C'est à moi. Non, c'est moi, je garde le clicker. C'est écrit sur ma feuille. OK, d'accord. Pardon, excuse-moi. Donc, comme le disait Marilyn, donc le choix s'est porté sur le domaine d'affaires, en fait. Et à ce moment-là, en fait, on s'est positionné un peu par rapport à ce diagramme, de se dire, on va faire un mapping de ce landscape. Et puis, on va graviter de manière itérative autour. C'est-à-dire, on va aller vers les candidats, les value streams, etc. C'est pas grave, on a le droit à l'erreur. Et donc, de manière itérative, vous allez voir, on a toujours gravité autour. Et pourquoi on a choisi la Wordley Map? Parce que justement, elle nous permettait de mapper simplement le business landscape. Donc, qui dans la salle connaît le mapping de Wordley? Ah, une personne. C'est bien. Est-ce que tu l'as déjà réalisé ou pas? Ouais, c'est cool. Donc, Simon Wardley a écrit un beau livre de 700 pages, qui est libre d'accès, Creative Commons. Il a un site web, plein de vidéos. C'est un gros livre, plein d'informations. Je n'irai pas dedans réellement. Et je vais faire plutôt ce qu'il édicte, en fait. C'est à partir du moment qu'on a compris les premiers principes, allez-y, lancez-vous, et puis créez des cartographies, itérer, puis continuez comme ça, par l'apprentissage notamment. Il est très empreint dans sa démarche de dire, vous pouvez être autodidacte, et allez-y. Donc concrètement, ça ressemble à quoi une carte de Wordley? Il y a 2 axes, la chaîne de valeur à la verticale, et l'autre axe, en fait, que je qualifierais avec 4 zones, qu'on a utilisé par rapport à la maturité des composants qui allaient être mis en place et leur complexité. Au niveau de la chaîne de valeur, vous avez une partie visible, une partie invisible.
en fait, la partie visible, c'est tout ce qui est lié notamment aux utilisateurs. Donc là, je vais vous prendre un cas. C'était il y a à peu près 5 ans. Ce n'est pas le cas qu'on a développé là, puisqu'il y a une certaine confidentialité. Je travaillais en France dans la santé numérique. Donc, je vais vous parler directement des utilisateurs. On revient au domaine d'affaires. Ce qui nous importe, c'est de ramener tout le monde aux utilisateurs et à leurs besoins. Donc, les utilisateurs sont en haut. On a là Monsieur A, un docteur urgentiste, Madame B, une neurochirurgienne. Le docteur A des besoins, il a besoin de créer une demande, transmettre des infos patients, contacter, connaître qui contacter, et puis avoir un compte-rendu. Il a besoin d'une prise en charge pour son patient. Son patient a eu un accident de moto, il est polytraumatisé, il a besoin de savoir s'il doit l'envoyer sur un site de neurochirurgie ou pas. Et le docteur B, le neurochirurgien, la neurochirurgienne, a besoin d'être notifié que l'urgentiste lui envoie quelque chose, avoir accès aux informations patients, etc., etc. Donc ça, c'est leurs besoins de base. Et en fait, dans notre carto, on va aller après dire, pour réaliser ces besoins, ils ont besoin de quoi? Ils ont besoin d'un portail web, par exemple. Ils ont besoin d'aller à un endroit central pour se connecter. Et ce portail web, il a besoin de quoi? D'une identification, d'une authentification, d'un référentiel, d'une gestion de rôle, etc. Donc, nos personnes qui sont dans l'atelier vont commencer à mapper un peu gauche, droite, etc., l'ensemble des éléments, formulaire, imagerie, blabla, et tout ça. La question qui ressort des fois, c'est est-ce que je dois être granulaire ou pas granulaire? Il n'y a pas de règle. Soyez granulaire si vous avez envie d'être granulaire. De toute manière, vous pourrez itérer et dire on remonte au niveau. Si vous êtes au niveau et que vous vous rendez compte que ce n'est pas assez granulaire, vous pourrez aller nouveau itérer. Et petit à petit, en fait, cette carte se construit. Et tout en bas, on a le domaine de l'invisible pour l'utilisateur, qui est typiquement, pour que tout ça fonctionne, il faut des serveurs. Il faut des data storage, il faut des pipelines, il faut de la traçabilité, etc., etc. Donc ça, c'est la première étape. On a cartographié cette chaîne de valeur et les composantes. Derrière, les personnes qui utilisent l'outil, ils vont venir maintenant le placer par rapport à l'autre axe. Donc en fait, les 4 zones, on va partir du Genesis, qui est la zone en fait où on ne sait pas grand-chose. On est dans la découverte, on est dans une complexité, etc., jusqu'à l'opposé, le commodity, où on pourrait comparer ça à des outils qui sont sur étagère. Donc le custom build, c'est plus connu. On a déjà une utilisation dessus, on sait ce que ça donne, on a de l'expérience. Le product rental, on le fait ça de manière courante. Je simplifie, c'est un peu plus complexe que ça, mais c'est suffisant pour les personnes pour cartographier. Donc, ils vont reprendre leurs composants et vont commencer à les placer par rapport à cet axe. Donc, au sein de la compagnie, au niveau identification, patient, authentification, on a déjà pas mal de choses. On est bon, on est rodé, c'est pas complexe. On a un gestionnaire de rôle, on a un référentiel, mais on a besoin de l'améliorer. Donc, on va plus le mettre custom build. On a des connaissances, mais elles ne sont pas complètes, etc., etc. Donc, petit à petit, en fait, les participants vont venir placer ce qu'il faut. Et en fait, c'est là où, au niveau stratégique, au niveau de la compagnie, on va commencer à se poser d'autres questions aussi. Parce que notamment, si je le passe dans le Genesis, est-ce qu'il faudrait vraiment se lancer là-dedans? Parce qu'on n'a pas de connaissances, est-ce qu'on a des connaissances ailleurs ou pas? Donc là, vous voyez, en bas, ici, j'ai mis en bleu parce que c'est des éléments connus. On commence à avoir des notions par rapport que, oui, on le sait, pipeline, etc. C'est généralement les plateformes team qui se placent le plus facilement. Donc, à ce stade-là, ils vont commencer à pouvoir, par rapport à des domaines, ici, ils ont délimité un domaine, notamment lié à tout ce qui est l'authentification, les rôles, etc. On se dit, tiens, c'est sûrement une SAT, on a sûrement quelque chose. Une SAT, c'est une Stream Aligned Team. Merci, Marilyn. Et on va faire la même chose avec d'autres. Ici, oui, ça se rejoint en fait, gestion des communications, formulaires, on va aller dans les discussions. C'est toujours la même chose, il faut que les participants discutent et puis qu'ils aillent éventuellement chercher des informations ailleurs. Comme je vous le disais tantôt, là, ils ont délimité par exemple une plateforme team typiquement liée à l'infrastructure. On va fournir toute l'infrastructure à mes équipes de développement qui vont venir les utiliser. Et la sécurisation, où on peut avoir aussi typiquement une enabling team, c'est-à-dire l'enabling team va aller appuyer toutes les équipes, mais ne va pas faire à leur place. C'est là où après on va avoir des notions, on voyait collaboration, access au service, etc. Et puis pendant ces discussions, comme je vous disais tout à l'heure, il y en a, on se pose des questions au niveau stratégique. Oui, on doit avoir
une gestion propre de l'imagerie médicale, mais on n'a pas d'expertise. Donc, on va aller voir dans la compagnie, est-ce qu'il y a quelqu'un, et puis d'un seul coup, quelqu'un se dit, ah oui, il y a Marc, il a travaillé il y a 5 ans chez machin chose, et il faisait de l'imagerie médicale. Et ben, on va se concentrer là-dessus, c'est là où on va pouvoir rentrer dans le granulaire. Donc, on avait délimité une complexité de subsystème team, parce qu'on sent que c'est un composant important. Et puis, on va commencer à parler avec Marc. Marc va dire, ben oui, dans mon expérience, les serveurs d'imagerie, désolé pour les noms, c'est des éléments qui sont connus facilement, on peut monter en niveau rapidement. On a déjà des notions en interne liées à notre équipe infra, liées au protocole HL7 et tout ça, aux échanges. Mais par contre, le viewer DICOM, je ne vous le conseille pas. Pourquoi ? Parce que ça prend énormément de développement, puis ça prend des certifications. Et c'est des certifications très lourdes. Donc stratégiquement, on va se dire, est-ce que vraiment on a envie de développer cette partie-là ? Pour la petite histoire, là où je travaillais, on a pris la décision à l'époque de le développer. On a perdu 2 ans. Parce qu'à la fin, on s'est heurté à la certification. Si on avait eu Marc dans notre entreprise, stratégiquement, on aurait dit, on va peut-être aller chercher un partenaire. Peut-être qu'on n'aurait pas pu en trouver à ce moment-là, mais ce n'est pas grave. Et c'est à ce moment-là que la cartographie va jouer son rôle au niveau stratégique. Parce qu'on va se dire, non, on va aller chercher un partenaire et faire de l'intégration de cet élément. Par contre, cet élément, on peut le maîtriser et monter rapidement en compétences et le développer rapidement. MVP, tout ça, tout de suite. Et pour arriver dans le stade le plus rapidement au Product Rental. Donc là, c'est pour dire, la cartographie, elle n'est pas fixe. Elle évolue dans le temps. Une fois que vous avez fait une première carto, on itère, puis 6 mois après, on peut y retourner et dire, est-ce qu'on a avancé ? Est-ce qu'on n'a pas avancé ? Est-ce que si ? Est-ce que ça ? Le but, c'est de générer des conversations. Mais pas seulement dans l'équipe, aller au-delà, aller chercher ailleurs. Et l'autre élément, c'est que petit à petit, on va dire, ah ouais, mince, on veut détricoter nos relations, mais on en a quand même. Pas oublier, vous vous souvenez, la première photo, oui, il y a plein de relations partout. Team Topologies est là pour justement mettre ce que les développeurs appellent des fois des carrés de sable, être le plus restreint, pour justement limiter les interactions. Vous en aurez toujours, mais par contre, on va pouvoir petit à petit les gérer. Donc ça, c'était la présentation. Je te passe le... Oui. Donc, on a procédé à l'élaboration des cartes par persona. On avait dit qu'il y avait 3 sous-groupes de travail. Là, vous allez vous dire, OK, mais ça a-tu marché? Oui, ça a fonctionné. Ce qu'on a fait, c'est qu'on a assigné un facilitateur à chaque groupe. Dans ces facilitateurs-là, il y avait des coachs, mais il y avait aussi des Scrum Masters de l'organisation qu'on avait pris le temps de discuter avec eux pour qu'ils soient à l'aise avec la démarche. Puis, on avait un animateur flottant qui se promenait entre les 3 parce que des fois, il y a des éléments qui sont utilisés par plus qu'une équipe et plus qu'un persona. Donc, à ce moment-là, l'animateur flottant pouvait faire des liens puis guider les gens aussi s'ils étaient un peu... se retrouvaient bloqués. On avait prévu au départ 5 heures pour le faire, donc une journée complète où est-ce qu'on leur expliquait puis ensuite qu'on le faisait. Il a fallu qu'on ajoute du temps supplémentaire pour 2 des 3 équipes parce que, dépendamment de votre application, ça peut être assez costaud. Donc, en tout, en maximum 8 heures, on a réussi à arriver à des cartes de Wardley pour chacun des personas que Max va vous présenter. De façon confidentielle, évidemment, là, c'est pour ça que c'est petit. Alors, je vous en ai mis 2, puisque en fait, chaque sous-groupe avait divisé en 3 grands personas, mais à l'intérieur, en fait, ils avaient les personas des sous-utilisateurs, etc. Donc, ils ont travaillé. Là, je vous en ai mis des exemples simples, on ne voit pas, mais voilà, ils avaient délimité une équipe là, une équipe ci, etc. Ils ont travaillé là-dessus, les positionner. Ce qu'on a fait, c'est qu'on a tout rassemblé, puisqu'on a travaillé un peu en silo. Et en fait, forcément, les personas sont différents, mais en fait, les composants, des fois, sont similaires. Une authentification, je la fais un peu de la même manière entre un utilisateur et un autre, parfois, ça dépend, etc., etc. Donc, en fait, on est venu après, justement, agglomérer l'ensemble des cartographies qui nous donnaient une cartographie. Vous voyez l'ensemble là, des groupes, des besoins, et en dessous, l'ensemble des composants, avec plein de lignes. C'est les liens, besoin, mais aussi des liens de dépendance, des fois. Donc, on a regardé l'ensemble des cartographies en prenant les hypothèses qu'ils avaient faites sur des équipes. Donc, quels sont les liens par rapport à d'autres et mapper, dire cette dépendance, ouais, mais elle devrait peut-être pas être là. Donc, ce composant devrait peut-être être pris par l'autre équipe. Et pourquoi, etc. Le but étant petit à petit d'éliminer en fait
des zones qui allaient être pas dans un bac à sable justement, ou à minimiser du moins les relations et qu'elles soient le plus connues. Donc là, je vous passe rapidement. Donc c'était aussi une grosse tâche quand même au niveau discussion, aller-retour, etc. Donc globalement, petit à petit, ça s'est raffiné. On avait des blocs équipes qui devenaient de plus en plus stables, et pour arriver après à cette mise en commun totale des cartes. Puis pour vous le partager, en fait, on travaillait les deux sur ça, puis à un moment donné, Max s'est mis dedans, puis là, j'ai dit, on le fait-tu à deux? Puis il y avait tellement de lignes, puis tout, c'était plus simple pour juste une personne de le gérer. Fait qu'à ce moment-là, on a pu se séparer différents aspects. Si jamais vous l'utilisez, bien, on serait intéressé aussi de savoir comment vous avez trouvé votre mise en commun des différentes cartes. Donc ça a été fait en dehors des ateliers par les facilitateurs dans ce cas-ci. Et ensuite, ce qu'on a fait, c'est que parallèlement à cette démarche-là qui se passait avec les participants aux ateliers, on est allé voir les équipes Scrum, en fait, et puis on leur a demandé d'identifier les bloquants à la transition. Si vous avez lu le livre de Team Topologies, à la fin, ça dit « OK, je commence par où? » Puis là, ils disent « Répondez à ces 5 questions-là. » C'est ça les questions qu'on a demandé aux équipes de répondre. Donc, qu'est-ce qui va nous empêcher d'avancer dans cette transition-là? Et puis d'identifier les bloquants. Donc, ça a été fait en simultané. Puis, ce qu'on a fait, en fait, c'est qu'on a dit aux équipes, c'est les Scrum Masters qui s'en sont occupés, on leur a dit, il faut que ça soit fait avant telle date. Donc, l'équipe a choisi à quel moment c'était le mieux pour elle de prendre 1 heure pour répondre aux 5 questions. Il y en a qui ont peut-être pris un petit peu moins qu'1 heure, mais on a eu des réponses intéressantes. Donc, facilité par le Scrum Master de chaque équipe. Puis, on leur avait évidemment fourni des informations sur c'est quoi les caractéristiques d'une équipe efficace pour qu'ils puissent répondre à qu'est-ce qui nous manque pour être une équipe efficace. Et puis, sur la charge de travail cognitive, qui est aussi un truc qui est bien important dans Team Topologies. Donc, ça a été fait en parallèle. Et ensuite, ce qu'on a fait, c'est que, bien là, les cartes de Wardley, on avait pris 8 heures pour les faire. Mais là, on n'avait pas encore tous nos domaines d'affaires puis nos techniques. Donc, ce qu'on a fait, c'est que, comme Max a commencé à le dire, on a commencé à ce que les participants commencent à regrouper, on appelait ça, nous, des blocs équipes, parce qu'il n'y avait pas nécessairement juste un domaine d'affaires, ça dépendait. Donc, on les a accompagnés dans ça pour qu'ils puissent déterminer des blocs équipes. Et puis, on a vraiment répété souvent que ce n'était pas là qu'on allait décider qui allait aller travailler dans quelle équipe. Parce que ça, il y avait toute une anxiété puis un besoin de dire « Oui, mais là, moi, je vais m'en aller dans où? » Là, ici, on détermine le plan, puis ensuite, tout le monde ensemble, on va décider comment on fait pour faire la transition entre les deux. Fait qu'on l'a répété souvent pour être sûr que c'était bien clair pour tout le monde. Ensuite, on a discuté à propos des besoins des projets engagés. Parce que, comme dans toute compagnie, cette compagnie-là a pris des ententes avec certains clients, elle a des projets à livrer. Donc là, à ce moment-là, on a invité les chargés de projet à venir se joindre aux ateliers. Puis, on a regardé, est-ce que ça se peut avec les blocs équipes qu'on a fait? Est-ce que c'est raisonnable? Est-ce que les projets sont assez bien répartis? Et puis, il y avait une démarche qui avait été faite dans l'organisation préalablement, qui avait fait des estimations des différents projets. Fait qu'on a récupéré ça. On n'a pas réinventé la roue, on a récupéré ces estimations-là. Donc, ça a pris à peu près 3 heures pour arriver avec une carte des blocs équipes. Une fois que ça a été fait, bien là, on a pris le temps de revalider les blocs équipes puis de s'assurer que, oui, ça se tenait, ça faisait du sens. Surtout, une fois qu'on avait mis les différents projets puis leurs échéanciers prévus dans la big picture, dans la grande image. Voilà. Ensuite, une fois qu'on a fait tout ça, on a refait une présentation des résultats, encore une fois, à tous les employés de l'entreprise. Et là, ce qu'on a fait, c'est qu'on leur a rappelé c'était quoi la démarche rapidement. On leur a présenté c'était quoi le plan des blocs équipes qui était sorti de la démarche, que c'était un de nos extrants. Et puis, on a aussi présenté les bloquants à la transition que les équipes Scrum avaient fait. Puis ça nous a permis de garder un sentiment d'implication pour tous les gens dans la compagnie parce qu'ils suivaient ce qui se passait, même s'ils n'étaient pas activement impliqués dans les ateliers.
Max va vous présenter dans quelques minutes les blocs équipes. Mais juste vous dire, les bloquants à la transition des équipes que les équipes Scrum ont identifiés, dans le fond, ce qu'on a fait, c'est qu'on a repris tout ce que les équipes Scrum avaient dit, puis on a fait une mind map, une carte d'idées, en regroupant les thèmes. Et puis, ça a permis aux membres des équipes Scrum d'être rassurés qu'on était à l'écoute de c'est quoi leurs préoccupations qu'il y avait dans toute cette démarche-là. Ça nous a donné des pistes de solutions, puis ça nous a aussi sorti des discussions qu'on avait à avoir. On en a parlé beaucoup dans les derniers jours. Ça nous a permis d'identifier ça. Fait que toutes les post-it que vous voyez, c'est soit des actions à prendre, puis ce qui est le fun, c'est qu'il y avait des actions qui étaient déjà en cours. Fait qu'on les avait aussi taguées avec un statut de dire ça, c'est déjà en cours, ça, c'est à venir, ça, c'est à discuter. Donc, ça a permis de ressortir un peu tout ça. Et une fois que ça a été fait, les facilitateurs avec des membres de la direction, on a identifié des porteurs de domaine. En fait, on dit « on », mais c'est les équipes qui l'ont fait dans la majorité des cas. Les blocs équipes ont fait en sorte qu'on a créé 10 équipes de travail, donc environ 10 blocs équipes. Dans ces blocs équipes-là, on voulait absolument avoir un porteur au niveau affaires, donc ça a été un product owner. Puis de la façon que ça s'est fait, c'est une répartition qui s'est faite de façon organique. Dans le chapter produit, on a dit voici les blocs équipes, qui a l'expertise, qui a le goût d'aller travailler, aller raffiner ces blocs équipes-là, parce que le travail n'était pas terminé. Puis les product owners se sont répartis ça entre eux. Il n'y a pas eu de chicane, il n'y a pas personne qui a dit moi je voulais ce bloc-là, puis pas l'autre. Ça s'est super bien été. C'est eux qui se sont entendus entre eux. Au niveau technique, il y avait au moins un architecte ou un développeur qui était nominé par le Chapter Lead Développement, parce qu'on avait besoin aussi de l'aspect code pour voir comment ça allait fonctionner, si ça se tenait par rapport à l'architecture. Et on a aussi assigné un facilitateur qui était soit un coach ou un Scrum Master par équipe. Parce que, on va le voir après, les équipes sont toutes parties avec leur propre rythme. Et puis, on a eu un petit défi parce que là, quand on est en train de faire ça, on est dans la période estivale aussi. Donc, ça veut dire que là, il faut composer avec les différentes vacances et tout ça. Fait que c'était plus facile d'avoir un facilitateur qui avait un bloc équipe puis qui regardait avec la composition de son bloc équipe pour trouver les disponibilités. Une fois que les porteurs ont été nommés, les porteurs de domaine, on les a réunis ensemble et pendant 2 heures, on a fait une futurspective. Est-ce qu'il y en a qui ont déjà procédé à une futurspective? Super. Donc, une futurspective, dans le fond, ce qu'on fait, c'est qu'on se projette dans l'avenir puis on essaie d'anticiper c'est quoi les conséquences du plan qu'on est en train de faire. Donc, plutôt que de réfléchir à ce qui s'est passé dans une rétroaction, on se projette dans le futur. Donc, ce qu'on a exploré avec eux, c'est quoi les opportunités qu'on a à saisir, c'est quoi les risques de notre plan qu'on a jusqu'à date, c'est quoi ses forces puis ses faiblesses, puis est-ce qu'il y a des mitigations à apporter? Est-ce qu'il y a déjà des choses qu'on voit que ça ne fonctionnera pas puis qu'il faut en parler déjà? Fait qu'on a fait ça avec tous les porteurs de dossiers ensemble. Et on leur a aussi donné une courte formation sur le Lean Road Mapping parce que c'est ça qui allait être utilisé dans les travails des blocs équipes. Pour vous donner une idée, la futurspective, ça a été super intéressant. Ça a permis à plusieurs participants de valider qu'ils n'étaient pas tout seuls avec certaines craintes. Donc ça a fait du bien là-dessus pour commencer. Et puis aussi dans ça, ça nous a permis de prendre en considération les différents bloquants qui avaient été identifiés par les équipes Scrum. Fait qu'on est en train de tisser des liens entre toute cette information-là. Bon, évidemment, c'est petit parce qu'on veut préserver la confidentialité, mais c'était vraiment intéressant ce qui sortait puis les discussions qu'il y a eu. Puis ce que vous pouvez voir au niveau de la mitigation ici à apporter, c'est qu'il y a des liens qui se sont faits. Là, il y a telle affaire, peut-être que si on faisait ça, ça serait moins pire. Fait que là, il y a différents liens qui se faisaient entre les différentes parties qui étaient identifiées. Et à toi, Max. Merci. Donc, on revient. Donc, on a des blocs équipes là symbolisés ici
toutes nos cartes de Wordley, etc. Et en fait, on se demande ce que ça mange en hiver, toutes ces histoires. Est-ce que nos blocs équipes, si on les confronte à la réalité, à tout le backlog qui existe déjà, etc., est-ce que ça fonctionne? Donc c'est pour ça qu'on s'est basé sur le lean road mapping, toujours pour avoir une démarche la plus légère possible, entre guillemets, et pas tomber dans des travers de roadmap immenses, etc. Alors, toujours la petite question, qui connaît le lean road mapping? J'attendais. Ah, c'est plutôt de ce côté-là. Vous l'avez déjà mis en place ou pas? Ouais. Alors, le lean road mapping, je vous suggère d'aller sur Internet. C'est un outil qui a été développé par Jana Basto. Il y a un fil Twitter, etc. Je vous laisse le lire. Et tout simplement, si je simplifie, enfin, pas simplifie, se base sur 3 éléments. La vision produit, les objectifs et les horizons temporels. Notez, regardez, current, near term, futur. On ne parle pas de 3 mois, de 6 mois, de 9 mois, 1 an, etc. à la base. La chose importante, c'est le current. On est sur du granulaire, du spécifique. On n'est pas flexible, on est proche de la livraison. Plus on va loin, plus on est high level. On ne va pas trop se complexifier la vie, on ne va pas aller dans le détail, etc., etc. Donc, si je reprends mon exemple de tantôt, juste sur la vision produit, en fait, la carte de Wordley, finalement, elle m'a donné une vision par rapport à ce que je devais faire. Donc, mon outil que je vous ai présenté, c'est fait pour les professionnels de santé qui ont besoin d'un avis médical. Ce portail régional de santé, on va l'appeler, est un outil de télémédecine qui permet d'avoir des avis rapidement, contrairement au fax ou à un coursier. Je vous assure, des CD qui se passent par coursier pour aller avoir un avis médical, ça existait. Et donc, notre produit est rapide et sécurisé. Donc ça, c'est on permet en fait à chaque porteur de domaine, composé du PO, architecte, etc., de se composer une vision plus locale par rapport à des sous-produits liés à leurs équipes. Ils vont calquer là-dessus des objectifs. Généralement, on ne va pas aller chercher à mettre 9 objectifs, plutôt 1, 2, voire 3 maximum. Et derrière, on va aller calquer ce qu'on connaît sur les dimensions, les horizons. Donc, on retombe du coup dans un atelier relativement classique. On leur crée un canevas avec la vision, les objectifs à remplir, le nom de la potentielle équipe. Et en fait, on va reprendre le backlog connu. Une partie du backlog connu ou ce qui est inconnu. On va toujours revenir à cette notion de dépendance pour tout le temps la suivre. On a des dépendances qui ont été connues grâce aux cartes de Wordley. On a un relationnel, mais peut-être que justement en allant à l'opérationnel le plus possible, on va peut-être en découvrir d'autres. Et l'autre élément, puisqu'on était dans des potentialités d'équipe, qu'est-ce que vous pensez mettre dans votre équipe? Ça prend un PO, un Scrum, ok, un analyste, un UI UX, dev, front-end, tout ce que vous voulez, allez-y. Et puis, est-ce que vous avez des dates de lancement dans votre tête? Parce qu'en fait, vous êtes les porteurs, vous connaissez le sujet de plus en plus, et puis vous allez être porteur jusqu'au bout. Le but, c'est toujours de dire, c'est un peu comme dans Fast, où ils vont aller vendre en fait cette équipe à l'ensemble de l'entreprise. Ils vont donner du goût à des devs de dire, moi je veux aller là-bas parce qu'il y a cette vision, il y a ci, il y a ça. Donc, ils vont commencer à remplir. Et vous voyez, on avait quand même rajouté pour eux, parce que toujours la difficulté de ne pas avoir de dimension temporelle. Ils ont dit, ouais, mais d'accord, le current, on comprend, mais après, court terme, et que ça. Court terme, elle n'est pas au-delà de 3 mois. Et futur, elle n'est pas au-delà de 6 mois en ce moment. Donc, en dessous, c'est vraiment, vraiment, vraiment flouté. Parce que oui, forcément, là, on atteint vraiment le cœur de l'entreprise. Donc, vous voyez, ils ont délimité, ils ont mis des flèches, etc., des hypothèses. Et petit à petit, en fait, certains, et même dans la timeline, ils voyaient qu'ils avaient une charge montante et des splits potentiels pour aller chercher, créer d'autres équipes. Donc, ça s'est fait sur l'ensemble. Donc, on a eu une révision des blocs épiques. C'est à toi de parler ou pas? Oui, c'est moi. Donc, cette démarche-là, Max vous a montré un peu le résultat. C'est la révision des blocs équipes. Comme on a dit, on a procédé de façon parallèle puis de façon autonome avec le facilitateur pour développer le contenu. Ce qui était super intéressant, c'est que parfois, dans les discussions, là, les gens disaient « Ouais, mais cet élément-là, ça devrait peut-être plus être dans tel autre bloc équipe. » Ah ouais? Oui,
ce bloc équipe-là est en train de se rencontrer. Fait que là, les facilitateurs amenaient tout le monde. Puis là, les deux porteurs, bien, pas les deux, mais les porteurs des deux blocs équipes discutent ensemble. Puis il y a des morceaux qui ont changé de bloc équipe avec ces discussions-là. Parce qu'entre autres, avec le lean road mapping, des fois, on se rendait compte que ça n'avait pas de bon sens ou c'était une trop grande dépendance, puis ça allait amener beaucoup trop de travail puis de communication entre deux équipes. Fait que c'était mieux de juste déplacer le bloc équipe. Donc, c'est ça. Et puis, fait que les équipes se sont rencontrées à leur demande. On n'a pas fait exprès de les mettre ensemble. On a attendu qu'ils en fassent la demande puis qu'ils disent « il faudrait qu'on parle à ce bloc équipe-là ». Puis, ça leur a permis d'identifier aussi des dépendances ensemble puis de s'entendre sur ça. Alors, ouais, donc voilà le résultat global. Ah, pardon, mauvais bouton. Globalement, vous voyez, plein de petites roadmaps, en fait, fait relativement rapidement, avec beaucoup de commentaires. Justement, on cherche ça. Ils sont tous dans la même zone. Ils ne sont pas en silo. On cherche à casser ce silo qu'on a créé un peu avant. Et c'est des discussions globales au niveau de la compagnie. Et puis surtout, ce n'est pas parce qu'on a mis un porteur, un PO, un architecte, ils allaient chercher éventuellement, ouais, non, mais en fait, il y a ce dev qui connaît un peu plus. Puis il y a ci et ça. En fait, on leur disait, vous pouvez appeler toute l'entreprise, vous êtes autonome, mais allez pas ramener 10 personnes dans votre zone et travailler à 10, travailler petit, puis aller chercher tout ce que vous avez besoin. Et donc, certaines se sont remplies très facilement, et d'autres, beaucoup moins. Ça, Marilyn vous le redira dans les leçons apprises, mais ce n'était pas choquant. Il n'y avait pas de souci par rapport à ça. Donc, ça a validé une grande partie, en fait, de ces blocs équipes, et ça a permis de continuer à étirer dessus. Donc, qu'est-ce qui se passe ensuite? Donc, on a des blocs équipes, on sait ce qu'ils vont faire dans le courant, etc. Faut se mettre en œuvre. Là, on tombe dans la conduite de changement. Je ne vais pas forcément vous en parler, mais c'est de la conduite de changement relativement classique. On est sur du Team Topologies, mais ça n'empêche pas de mettre en œuvre du Scrum. On est sur Team Topologies, mais finalement, on le voit dans Safe, il y a du Team Topologies dedans. Et on pourrait tout à fait imaginer de mettre en place aussi des outils comme Fast, etc. Donc là, on revient en fait réellement dans la réalité. Donc ça, on réenglobe les ressources humaines, l'ensemble de l'entreprise, et on fait cette conduite de changement. Toujours en respectant une chose, c'est-à-dire définir bien les équipes, leurs règles, leurs interactions, et surtout, on a un mapping assez précis de leur relationnel entre toutes les équipes. C'est de mettre en place des grilles pour surveiller ce relationnel. C'est-à-dire, j'ai une interaction avec telle équipe de telle date à telle date, etc. On en revient au précepte de Team Topologies, en fait, où on va venir vraiment surveiller un certain nombre de choses pour mettre des actions par rapport à des relations entre les équipes, parce qu'elles seront toujours existantes. Est-ce que j'ai oublié quelque chose dans la conduite de changement? Non. OK. La gestion des dépendances, voilà, on revient toujours à ça. On en aura toujours, l'autoroute, etc. Il faut bien la gérer. Les leçons apprises, Marilyn? Merci. Donc, au niveau des leçons apprises, la première, c'est le moral des employés. Ça a vraiment fait une grosse différence. Il y a eu une haute motivation de la part des participants, ça on s'y attendait, mais aussi de la part de tous les autres qui n'étaient pas impliqués parce que c'était transparent, puis ils pouvaient suivre, puis nous, on a utilisé Miro pour travailler. Tout le monde avait le droit d'aller dans le Miro puis d'aller laisser des commentaires. Donc ça a fait une grande différence. Puis, on a eu aussi plusieurs témoignages d'employés qui nous ont écrit pour dire « Hey, c'est vraiment super, on est content d'être impliqués puis d'être informés de ce qui se passe. » Puis, pour avoir fait d'autres transformations dans d'autres entreprises, c'est toujours gagnant d'impliquer les gens le plus possible. On ne veut pas leur faire perdre le temps, mais on veut qu'ils se sentent impliqués puis que s'ils ont quelque chose d'important à amener, ils puissent le faire. Fait que ça a été ça a été super positif. L'autre chose, un besoin, oui, mais encore. Ce qu'on s'est rendu compte, c'est qu'il y avait une grande confusion entre c'est quoi un besoin et c'est quoi une fonctionnalité, qu'on ne pensait pas qu'il était si marqué, dans le fond. Fait que, par exemple, on a eu des besoins. Je veux modifier mon mot de passe. Je veux modifier mon mot de passe, ce n'est pas un besoin. Probablement que je veux avoir un compte, je veux avoir des données sécurisées, puis le mot de passe, c'est un moyen que j'utilise. Mais si mon besoin, je l'identifie comme un mot de passe, bien là, je me ferme un peu à l'innovation, puis à où est-ce que je pourrais aller si un jour on fait de la reconnaissance rétinienne grâce à l'écran. Je ne sais pas, là, c'est comme ça. Mais
l'idée, c'est de vraiment mapper le besoin, puis ensuite, les composantes puis les fonctionnalités sont là. Mais comme on a toujours le besoin, ça nous garde l'esprit ouvert. Donc, quand ce n'est pas vraiment des besoins qui sont dans les cartes, ça diminue la force des cartes de Wardley parce que ça nous limite l'esprit un peu. Si c'était à refaire, ça, nous, on travaillerait encore plus en amont avec l'équipe produit pour que ça devienne un réflexe, pour que quand quelqu'un dit une fonctionnalité, la personne dise « Oh, ça, c'est pas une fonctionnalité, c'est quoi le besoin en arrière? » Puis moi, je travaille sur le besoin avec l'équipe. La fonctionnalité, ça vient par la suite, puis c'est un peu l'équipe qui la formule. D'autres leçons apprises, bien, dans un premier temps, c'est vraiment important de nommer les risques puis de les faire remonter pour que la direction soit au courant de ça. Puis ensuite, bien, c'est à elle de décider si elle choisit ou non d'avancer dans ça. Une autre chose qu'on a entendu beaucoup aussi en fin de semaine, c'est pas en fin de semaine, mais depuis hier, c'est de laisser du temps. Dans le fond, quand la cadence est trop rapide, ça crée encore plus d'anxiété, puis ça ne laisse pas le temps aux gens de réfléchir, puis aux équipes de discuter entre elles. Surtout, on a parfois des gens, souvent, qui sont introvertis, ils ont besoin de prendre l'information puis de l'intégrer avant de pouvoir s'exprimer dessus. Fait que ça prend du temps, il faut laisser le temps faire son œuvre. Ensuite, Max vous l'a montré tantôt, il y a des zones de besoins non comblés qui ont émergé. Quand on a fait les mappings, on s'est rendu compte qu'il y avait des besoins qui étaient vraiment intéressants, mais il n'y avait pas personne qui avait les connaissances pour répondre à ces besoins-là pour différentes raisons. Ça peut être des départs, mais ça peut être aussi parce que de la façon qu'on le fait, on ne s'en est jamais vraiment préoccupé. Parfois, ça pouvait être parce que les porteurs de domaine ne s'étaient pas bien préparés avant les rencontres, mais il est arrivé des cas où c'était vraiment, ça a mis en lumière quelque chose dans l'organisation sur laquelle il fallait mettre plus de ressources parce qu'il en manquait. Voilà. Donc ça a été important. Puis finalement, la vision, elle était parfois difficile à trouver, surtout quand on avait dans des blocs équipes des PO qui se limitaient à la gestion du backlog. Donc, si la vision n'est pas claire dans l'entreprise, ça se peut que dans les équipes, la vision ne soit pas claire non plus. Fait que là, à ce moment-là, c'était un petit peu plus difficile à faire sortir. On va passer aux questions. Il nous reste un petit peu moins que 5 minutes, si vous en avez. Puis, si vous n'en avez pas, c'est pas grave. Oui? J'y vais? Vas-y, oui. Dans le fond, l'entreprise considérait déjà qu'elle avait 3 grands personas qui sont des archétypes, là, qui ne sont pas des personas au niveau du UX, là, qui ont un nom, puis qui ont une intention, puis tout ça. Fait que, dans le fond, étant donné qu'on est parti des personas, les blocs équipes qui ont sorti étaient déjà reliés à des personas. Fait que les équipes savaient déjà un peu avec quel type de clientèle ils allaient travailler. Je ne sais pas si ça répond à la question. Non, c'est les utilisateurs finaux de l'application. Si on reprend l'exemple que j'avais pris, c'est typiquement les médecins, les usagers réellement de l'outil. Donc, tu as les 3 grands types, et en dessous de ces grands types, si je prends l'exemple des médecins, tu as le grand type, l'archétype médecin, et dedans, par rapport au vécu de l'entreprise, tu vas avoir éventuellement l'urgentiste, le neurochirurgien, mais pas le neurologue. Puis peut-être que dans 6 mois, le neurologue va se rajouter parce que on va se diriger là-dessus. Ils sont focusés sur vraiment les utilisateurs qui allaient arriver à court terme, en fait, ou qui existaient déjà. C'est vrai. Oui, c'est vrai. Les clients peuvent être une autre équipe, puis ça a été pris en compte plus dans les dépendances.
on va fournir... Bien, dépendance, oui, puis non, mais ils savaient que cette équipe-là avait ce service-là. Par exemple, une équipe, Max montrait tantôt des trucs, on bâtit un truc pour gérer des formulaires. Bien, il y a une équipe qui va aller utiliser l'outil, mais ce n'est pas eux qui vont l'entretenir, par exemple. Fait que oui, il y avait certaines fois des clients à l'interne, mais pour partir, on est vraiment parti des clients, des utilisateurs finaux pour le faire. Oui? En fait, les blocs équipes sont calqués. En fait, c'est des équipes type Streamline Team, Platform Team, etc. Ces blocs équipes, en fait, elles ont été qualifiées par rapport au type d'équipe de Team Topologies, en fait. Alors, ça a été une des difficultés, en fait, justement parce que ils ont sorti un peu trop de complicated subsystem team, alors que ça n'en était pas. Mais après, il y a eu des révisions, et en fait, la majorité sont des SAT. On essaye toujours de minimiser les complicated subsystem team. Les plateformes team, elles émergent naturellement, parce qu'il n'y a pas trop de soucis là-dessus. Et elles viennent justement, on revient peut-être, ces plateformes team, donner un X à ce service aux autres. Et après, les enabling, elles émergent aussi assez facilement. Et parfois, on a la frontière entre une enabling et une plateforme team. Donc, on peut avoir des équipes un peu mixées par rapport à Team Topologies à un moment donné. Et on s'est permis parfois, en fait, de mettre une équipe non identifiée par rapport à Team Topologies. Typiquement, une équipe BI ou une communauté de pratique liée à un outil, où c'est les équipes qui, dans son ensemble, utilisent l'outil et c'est une communauté de pratique qui vient arrimer cet outil. Genre de choses. On retombe dans la manœuvre de Conway inversée, ce genre de choses. Je ne sais pas si ça répond à votre question. N'hésitez pas à revenir me poser des questions après aussi. Oui, parce que je ne sais pas si est-ce qu'on a encore le temps de prendre une question? Oui. Oui, une minute, oui. Alors, là, c'est les ateliers pour arriver à un résultat qui vont amener à la transfo. Ce n'est pas la transfo. La transfo, elle est en cours, elle est toujours en cours, c'est long. Parce qu'effectivement, il y a toujours le choix entre on fait Big Bang, éviter, parce que généralement, ça ne marche pas forcément. Et en fait, dans le lean road mapping, ils ont identifié les équipes des potentialités de dates pour bouger. Parce que justement, si vous voulez, ils travaillaient sur l'ensemble des thématiques, mais c'était un peu tout mélangé, brouillé. Et en fait, on ramène dans des zones bien précises. Donc, il faut gérer le courant, la livraison courante et un moment de bascule. Donc, il va y avoir des moments de bascule. Il y a des équipes, des SAT tout de suite qui vont pouvoir y aller parce qu'ils ont fini quelque chose et pouf, ils vont basculer. Il va y avoir un dynamic retiming, ce genre de choses, etc. Donc, c'est un long fleuve. Et puis, il y aura des itérations parce qu'il y a des choses qui vont marcher puis d'autres qui ne vont pas marcher. Parce que le plan de base, il évolue au fil de l'eau. La réponse courte, c'est 1 mois et demi pour passer à travers le processus qu'on vous a montré. Oui. Puis ensuite, comme Max dit, là, c'est plus long, il y a de l'itération et tout ça. Mais pour arriver à la première ébauche, ça nous a pris environ 1 mois et demi. Ouais, 1 mois. À peu près. Un mois et demi. Là, on était en plus avec des vacances, fait qu'il fallait gérer ça aussi. Mais ça peut quand même aller assez vite si les gens sont disponibles puis engagés dans le processus. Le problème, c'est de gérer la charge mentale après. Oui. C'était une entreprise 100% télétravail, pas de bureau. Tout ça, ça a été fait en ligne. On a pensé rassembler les gens pour le faire, mais là, on aurait eu des gens à la maison, puis des gens sur place, puis on s'est dit ça va être trop compliqué à gérer. Fait qu'on tout le monde était chez eux, puis devant leur ordinateur. Ça l'a facilité pour les envoyer dans des sous-salles. On les envoyait, on les ramenait, on pouvait envoyer des messages. Fait que ça s'est tout fait en virtuel. Oui. Oui, tout le monde a sa caméra. Ça arrive dans cette entreprise, tout le monde a la caméra ouverte. Ça n'arrive jamais qu'il y ait une caméra fermée, en fait. Mais je sais que c'est peut-être un cas particulier, mais oui, ça fait partie de l'engagement. Mais et puis
puis voilà. Bien, merci beaucoup. Merci.